Alors que la saison est terminée depuis maintenant quelques jours pour quasiment tous nos joueurs prêtés, je dis quasiment parce qu'il reste au minimum un match de Liga dos pour Eibar et Conrad de la Fuente, peut-être 5 selon leur classement et leur parcours en barrage. En tout cas, c'est quand même le moment de faire le bilan complet pour nos 8 joueurs prêtés et pour les 3 joueurs qui ont été prêtés à l'OM. On va parler de tout ça dans le 6ème et dernier épisode de la 2ème saison de Focus sur les prêtés. D'après vous, quel joueur prêté mérite une nouvelle chance à l'OM? Est-ce qu'il faut tenter de relancer Conrad ou Paul Lirola par exemple, intégrer à ma vie au groupe professionnel pour sa dernière année dans une saison de transition? Que faut-il faire pour l'avenir de Vitinha? Faut-il le prêter à nouveau au Genoa avec une option d'achat moins élevée ou lui redonner une chance à Marseille? Même chose pour Muguet, faut-il lui faire confiance ou alors faut-il le prêter à Dunkerque à nouveau pour une saison complète? J'attends votre ressenti en commentaire. On passe tout de suite au vif du sujet en commençant par Salim Benseghir qui a été prêté sans option d'achat à Neuchâtel Xamax en 2ème division suisse, la Challenge League. Comme je le disais dans l'épisode précédent, son prêt à Neuchâtel est très similaire à la demi-saison qu'il a réalisée avec Valenciennes l'an passé. Il n'a été titulaire qu'à 5 reprises, baladé à différents postes par Uli Forte qu'il a utilisé comme milieu offensif, ailier droit, ailier gauche et même milieu relayeur. Il a quand même pris part à 21 matchs en entrant presque systématiquement en cours de jeu, mais il n'a pas su se montrer décisif sur les opportunités qu'il a eues comme titulaire. Comme un coup du sort, fin mars, Uli Forte lui donne une nouvelle chance de se montrer, mais malheureusement Benseghir se blesse au bout de 20 minutes, une blessure qui l'éloigne des terrains pendant un mois. Quand il est revenu, il entrait une vingtaine de minutes à chaque fois, mais Uli Forte a décidé de le titulariser face au Stade Nyonnais en fin de saison. Benseghir a pu jouer un peu plus d'une heure et débloquer son compteur statistique pour son dernier match en étant passeur décisif. Ça lui permet de finir sur une bonne note, mais son prêt n'en reste pas moins décevant. On attendait qu'il s'impose en 2ème division suisse, mais ça n'a pas été le cas en dehors de 4-5 opportunités de se montrer. Il arrive en fin de contrat à Marseille, ses 2 derniers prêts n'ont pas eu l'effet escompté. Il ne devrait pas être prolongé en dehors d'une énorme surprise. Son départ est acté côté Neuchâtel Xamax. Il devrait y avoir des changements dans leur effectif parce qu'ils ont terminé 4ème de Challenge League avec quand même 30 points de retard sur Sion qui a terminé champion, et on peut pas dire que Benseghir ait été particulièrement éclatant non plus. Pour Jordan Amavi, les épisodes de Focus sur les prêtés se suivaient et se ressemblaient. À chaque épisode, c'était plus ou moins la même chose, il ne jouait littéralement jamais et on parlait principalement de ses blessures aux 2 mollets qui ont largement tronqué sa saison alors qu'Eric Roy l'apprécie et a loué son très bon état d'esprit. Quand il faisait partie du groupe, il n'entrait jamais en jeu. C'était assez logique quand on y repense avec Bradley Loco qui a été énorme toute la saison en étant l'un des gros points forts du stade brestois. À chaque match, il jouait 90 minutes, sauf contre Paris où il est sorti exceptionnellement à 10 minutes de la fin. Ça montre à quel point il était indispensable aux yeux de son coach. On s'attendait donc logiquement à une saison blanche pour Jordan Amavi, mais contre toute attente, il a fait ses débuts à l'avant-dernière journée en entrant quelques secondes face à Reims. Il a ensuite profité de la suspension de Bradley Loco à la dernière journée pour être titularisé, et encore plus dingue, il a mis un coup franc direct. J'avais aussi un œil sur le multiplex à ce moment-là, même si je regardais l'OM en parallèle. J'en revenais pas, cette saison c'est vraiment tout ou rien pour lui, mais comme le disait très bien Eric Roy, c'est la belle histoire dans la belle histoire, parce que sa saison a été très compliquée entre les blessures et un temps de jeu inexistant quand il était dans le groupe. Il a quand même pu mettre sa pierre à l'édifice du succès brestois, c'est le but du break qui permet à Brest d'être en Ligue des Champions la saison prochaine. Maintenant pour parler avenir, on va se retrouver dans la même situation que chaque année en fait. Il va revenir à Marseille pour honorer sa dernière année de contrat avec un salaire toujours aussi imposant. On va tenter de le prêter pour une dernière saison, histoire qu'un club prenne en charge ne serait-ce qu'une petite partie de son salaire. Ça a vraiment pas coûté cher à Brest parce que l'OM en payait encore une très grosse partie, il me semble qu'il prenait en charge uniquement 20 000 € sur 240 000, c'est très peu. Après peut-être qu'il sera testé pendant la préparation, que le futur coach décidera de le garder en doublure pour la saison prochaine étant donné qu'on aura beaucoup moins de matchs et des moyens qui ne seront pas extensibles. Je serais quand même très surpris même si j'ai été un peu rassuré quand même par son investissement à Brest. Il était apprécié dans le vestiaire, Eric Roy et son staff expliquaient qu'il avait un très bon état d'esprit et qu'il était impliqué. À voir maintenant de quoi son avenir sera fait, mais on est déjà quasi certain qu'il va aller au bout de son contrat. Je pense qu'il aura plus jamais un tel niveau de salaire, donc comme je le dis à chaque fois, je le vois pas s'asseoir sur sa dernière année de contrat, surtout quand on sait qu'il touche 240 000 € par mois. Petit point aussi sur Renan Lodi qui est encore prêté pour le moment mais qui sera définitivement un joueur d'Al Hilal à la fin de la saison. Il s'est plutôt bien intégré dans l'équipe de Jorge Jesus, il est associé à Aldo Sarri dans le couloir gauche. Collectivement ça se passe très bien parce qu'ils ont remporté la Super Coupe saoudienne, ils sont champions de la Saudi Pro League, en revanche ils se sont fait éliminer par Al Ain en Ligue des Champions, mais Renan Lodi n'a pas pu être inscrit. Malgré une intégration réussie, Gianluigi Ongari explique qu'il pourrait faire son retour en Europe dès l'été prochain. Son départ serait probable, mais quoi qu'il en soit, ça ne changera rien pour l'OM, puisque l'option d'achat est obligatoire et qu'il ne reviendra donc pas.
Puisqu'on est parti sur les joueurs qui ne reviendront pas, petit point aussi sur Matteo Guendouzi qui sera définitivement transféré à la Lazio puisque les conditions ont été atteintes. C'était un objectif accessible parce qu'il fallait que la Lazio termine dans les 10 premiers de Serie A. Ils ont fini 7ème avec 8 points d'avance sur Naples qui était 10ème. Sur le plan individuel, Guendouzi s'était très bien intégré au collectif de Maurizio Sarri, un coach qui lui a beaucoup appris et avec qui il était devenu totalement indiscutable. C'était sans compter sur l'arrivée d'Igor Tudor avec qui il entretient des relations très froides et il y a eu d'ailleurs quelques frictions sur les premières semaines, on en avait longuement parlé dans l'un des épisodes. La situation s'était semble-t-il améliorée à son retour de blessure, Tudor l'avait mis titulaire contre Vérone, Monza et Empoli, mais par la suite Guendouzi a été mis sur le banc pour les 2 derniers matchs, Tudor ayant plutôt opté pour un tandem Vecino-Rovella dans l'entrejeu. Il termine cette saison 2023-2024 avec 48 matchs joués, 3 buts et 4 passes D, en étant la plupart du temps titulaire, même s'il semble moins indiscutable depuis l'arrivée de Tudor. Son transfert devrait rapporter 18 millions d'euros bonus inclus, mais il pourrait décider de ne pas rester à la Lazio. Nicolo Schira parle d'un intérêt d'un club anglais qui serait même prêt à mettre 25 millions d'euros sur la table pour le faire venir. On n'a pas plus d'infos sur le club en question, mais il pourrait déjà quitter la Lazio étant donné que ça colle vraiment pas avec Tudor. Concernant François-Régis Muguet maintenant, son prêt à Dunkerque a malheureusement été tronqué par une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant 2 mois. L'idée d'un prêt en Ligue 2 était vraiment très intéressante, Dunkerque a longuement travaillé sur le dossier, il était une vraie priorité pour la direction qui avait réussi à le convaincre en lui garantissant un temps de jeu important pour aider l'USLD dans leur mission maintien. Au final, il n'a pu jouer que 5 matchs sans jamais être titulaire, ça aurait sans doute été le cas sans cette longue blessure, les supporters n'ont malheureusement pas vu grand chose de sa part. Sur le plan collectif, Dunkerque a réussi à se maintenir en Ligue 2 avec 5 points d'avance sur 3 qui était le premier relégable. Concernant son avenir, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le prêter à nouveau à Dunkerque la saison prochaine. Ils seront encore en Ligue 2, la direction semble vraiment apprécier son profil, et je pense que ça peut vraiment lui permettre de grandir, de faire une saison supplémentaire là-bas, avec donc plus de temps pour s'exprimer. Ça a été une saison très atypique pour lui, il a d'abord tapé à l'œil de Marcelino qui lui a donné du temps de jeu, il a ensuite très peu joué sous Gattuso, mais ses apparitions ont convaincu Rigobert Song de le retenir dans la liste du Cameroun pour la CAN. Seulement il a refusé d'aller en sélection pour se concentrer sur son club et convaincre un autre club de le prendre en prêt à la fin du mois de janvier. Il a été suspendu pendant toute la durée de la compétition, donc ça a été plus que contre-productif. Et ensuite, il y a eu ce prêt tronqué par une blessure à Dunkerque qui n'a pas été vraiment productif comme on l'attendait. À mon sens, il faut le prêter à nouveau, je suis pas persuadé qu'il aura du temps de jeu à Marseille pour le moment, ce serait mieux de le prêter et d'intégrer des jeunes comme Sternal ou Abdallah dans le groupe pro la saison prochaine, et ensuite, après une saison complète en prêt, on pourra jauger les progrès de Muguet. Conrad est le seul de nos joueurs prêtés à qui il reste au moins encore un match à jouer. Eibar est actuellement 3ème de Liga DOS à 3 points de Leganés qui sont 2ème avec une différence de but un peu plus favorable, et à 4 points du leader Valladolid qu'ils ne pourront plus rattraper. Eibar va jouer la montée lors de ce match face à Oviedo dimanche. Ils devront aussi espérer une défaite de Leganés qui va recevoir Elche le week-end prochain, et faire le boulot pour rattraper l'écart à la différence de but. Un cas de figure qui leur permettrait de directement monter en Liga, peut-être qu'une montée peut changer l'avenir immédiat de Conrad. S'il termine 3ème, ils devront passer par les barrages de promotion avec une demi-finale aller-retour et une finale aller-retour également, donc Conrad a encore potentiellement 5 matchs à jouer avec Eibar. Sur le plan individuel, il n'a pas été épargné par les blessures, d'abord une lésion du muscle fléchisseur de la jambe qui l'a écarté des terrains pendant 2 mois, il n'a d'ailleurs été titulaire qu'une seule fois sur la première partie de saison, c'était en coupe face à Melilla. Son temps de jeu a été très réduit jusqu'à fin mars avec de courtes entrées en jeu entrecoupées par des pépins physiques qui lui ont fait louper 2 matchs ici et là. Il avait notamment marqué des points en mettant un doublé contre Eldense alors qu'il n'avait joué que 20 minutes, mais il s'est blessé dans la foulée donc il n'a pas eu la possibilité d'enchaîner. Depuis son retour fin avril, il n'a toujours pas été titulaire, mais il s'est montré décisif avec un magnifique but et une passe D contre Amorebieta au début du mois de mai. Il aura encore 5 matchs pour s'exprimer si Eibar doit passer par les barrages pour monter. Il était en tout cas absent du groupe pour le match face à Riron et on espère que ce sera pas une blessure trop grave, parce qu'Eibar pourrait avoir besoin de lui pour le dernier match et potentiellement les barrages. Il est prêté avec option d'achat, peut-être qu'elle sera levée en cas de montée, mais jusqu'à présent le prêt de Conrad se résume à quelques fulgurances et à un enchaînement de blessures. En milieu de saison, il avait dit au micro des réservistes qu'il aimerait revenir à Marseille pour s'imposer. Je suis pas persuadé que ce soit dans les plans de la direction, mais tout peut aller très vite dans le football s'il montre des choses intéressantes lors de la pré-saison, et s'il montre à son coach et aux dirigeants qu'il s'investit. Mais avant ça, il faudra suivre la fin de saison d'Eibar qui s'annonce excitante avec la montée qui est toujours envisageable. On fera un dernier point sur son prêt à Eibar dans un short qui sortira quand on sera fixé sur leur classement de fin de saison.
Paul Lirola retrouvait lui Eusebio Di Francesco qu'il avait déjà côtoyé à Sassuolo. Le début de son aventure a été difficile avec les blessures qui se sont enchaînées pour lui aussi. Il a jamais été absent plus de 3 matchs consécutifs mais ça l'a quand même empêché d'enchaîner. Ça avait pourtant commencé fort avec un but dès son premier match alors qu'il n'était entré que 5 petites minutes. Il a dû attendre début février pour commencer à se débarrasser de ses problèmes physiques. Il est progressivement devenu titulaire indiscutable en étant reconverti comme défenseur central droit dans le 3-4-2-1 de Di Francesco. Il finit la saison avec 28 matchs, 2 buts et 2 passes D. C'est nettement mieux qu'à Elche la saison dernière où il n'avait joué que 13 matchs. Collectivement parlant, Frosinone n'a pas atteint son objectif, celui de se maintenir après être monté la saison dernière. Ils ont terminé 18ème avec donc le retour en série B qui est acté un an plus tard. Encore une fois, il y avait une option d'achat qui était intégrée mais on ne connaît pas le montant. Je pense que la relégation de Frosinone acte totalement son retour à Marseille. Lirola a encore 2 ans de contrat ici avec une cote qui a nettement baissé sur les 2 dernières saisons. Transfermarkt l'estime à 2 millions d'euros à titre indicatif donc ça donne un ordre d'idée. Je pense que Longoria lui redonnera pas une nouvelle chance, il était vraiment très déçu de son implication et de son hygiène de vie alors qu'il avait passé l'été à négocier avec la Fiorentina pour le faire revenir puisqu'il lui avait donné sa parole. Il a perdu son crédit auprès de la direction et je pense qu'ils vont tenter de lui trouver une porte de sortie définitive à 2 ans de la fin de son contrat. Quoi qu'il en soit, le prêt à Frosinone n'a pas été vain, il a retrouvé du temps de jeu, il a beaucoup joué axial droit dans un trio défensif même si je l'ai jamais trouvé éclatant personnellement. C'était assez neutre mais il a pas fait un mauvais travail non plus, à voir de quoi son avenir sera fait maintenant que la relégation de Frosinone est actée. Vitinha est parti se relancer du côté du Genoa sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros, un montant vraiment délirant qui laisse à penser qu'il n'a jamais été question d'un transfert définitif, mais plutôt d'une solution qui arrange tout le monde pour que Vitinha ne perde pas trop de valeur et qu'il puisse aider le Genoa sur leur deuxième partie de saison. Le problème, comme pour la plupart de nos prêtés, c'est qu'il a été freiné par les blessures, 4 matchs loupés pour une blessure à la jambe, une autre blessure début mai qu'il a écarté pendant 2 matchs. Au total, il a joué 9 matchs avec le Genoa en marquant 2 buts, le premier face à Monza et le deuxième lors de la dernière journée contre Bologne qui lui permet de finir sur une note plus positive. Il devait aussi faire face à la concurrence de Retegui et de Gudmundsson qui avaient fait leurs preuves, il n'a pas pleinement pu s'exprimer mais Gilardino semblait malgré tout plutôt satisfait, sa direction n'écartait pas la possibilité de continuer avec lui à d'autres conditions que celles qui ont été fixées dans le prêt en janvier, et Vitinha semblait content d'avoir signé là-bas parce que tout le monde le soutenait et avait confiance en lui. Le journaliste Sébastien Vidal a confirmé ce qu'on entendait ces dernières semaines, le Genoa aimerait le conserver à d'autres conditions, c'est-à-dire proposer un nouveau prêt assorti d'une option d'achat bien plus raisonnable, probablement autour de 15 millions d'euros. Je crois que les 25 millions d'euros ça aurait été le plus gros transfert de l'histoire du Genoa, et même si Vitinha a plu par ses qualités et son état d'esprit irréprochable, ça ne justifierait pas de payer 25 millions d'euros à l'instant T. Il aurait donc encore une saison pour convaincre, mais personnellement, si on doit avoir recours à cette éventualité-là, il faudrait inclure une option d'achat obligatoire parce que s'il réalise encore une saison moyenne, on devra se résoudre à le vendre pour une somme beaucoup moins importante que les 15 millions d'euros dont on parle aujourd'hui. Il faudrait quand même quelques garanties, même si on va jamais récupérer les 27 millions investis, mais il faut être capable de limiter la casse en ne perdant pas trop d'argent, même si on en perdra forcément. D'après Sébastien Vidal, il ne compte pas revenir à Marseille pour le moment, donc ce serait sans doute la meilleure solution pour tout le monde, mais à voir ce qu'il va se passer. Pour terminer, on peut aussi faire le bilan final pour ceux qui ont été prêtés à l'OM. Joaquin Correa, je pense qu'on est sur l'un des pires joueurs passés par le club, je pense qu'il y aura pas beaucoup de gens pour me contredire, et pourtant il y a eu des flops mémorables quand même dans notre histoire. On parle quand même d'un joueur qui a pris 450 000 euros par mois sans s'investir suffisamment, en jouant quasiment jamais, en montrant une attitude déplorable et en étant constamment décevant à chacune de ses apparitions. Apparemment d'après Gasset il était quand même très impliqué, mais j'ai quand même pas mal de doutes là-dessus, et j'ai l'impression que c'était surtout pour protéger son joueur via sa communication qu'il a dit ça. On s'attendait à vraiment autre chose de la part d'un joueur qui était très performant par le passé, il va logiquement partir et c'est clairement une bonne nouvelle pour nous. Jean Onana fait partie des passages qui resteront anecdotiques, il était venu pour combler les absences de Gay et d'Unai qui étaient partis à la CAN, une recrue qui ressemblait à une opportunité avec une option d'achat au cas où, mais on se doutait qu'au retour des internationaux, on le verrait surtout dans un rôle de doublure qui entre parfois en jeu au besoin. J'en garderai pas un mauvais souvenir, c'est un joueur qui n'a pas triché, qui a donné son maximum quand le coach a fait appel à lui, qui a essayé d'aider l'équipe, 14 matchs au compteur en étant d'ailleurs écarté de la liste pour l'Europa League. Babo Meïté, c'est l'une des quelques réussites du mercato d'été 2023. J'étais persuadé qu'on gagnerait au change dans cette double opération avec le départ d'Isaac Touré à Lorient, et ça semble se confirmer parce que j'ai vu passer un tweet il y a quelques jours avec un supporter lorientais qui énumérait toutes les frasques de Touré cette saison. C'est assez incroyable, j'ai pas réussi à la retrouver, mais si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires.
Dans le même temps, on a récupéré Bamo Meite qui a pris son mal en patience avec un temps de jeu très réduit sur les premiers mois. Ensuite, il a su profiter du départ de Chancel Bemba pour enchaîner les matchs et montrer qu'il méritait d'avoir plus de temps de jeu. Seulement, il s'est blessé à l'entraînement et même si ça n'a finalement pas mis fin à sa saison puisqu'on l'a vu sur la fin, ça a été un grand coup d'arrêt parce que je suis persuadé qu'il aurait eu plus de temps de jeu sur le sprint final et sa fraîcheur nous aurait sûrement été plus qu'utile. En tout cas, il fait partie des joueurs qui sont assurés de rester la saison prochaine et c'est une très bonne nouvelle. C'est un joueur en qui je crois beaucoup, que j'apprécie vraiment. Son option d'achat a été automatiquement levée quand le maintien a été assuré, donc on le reverra l'an prochain avec certainement plus de temps de jeu. De mon côté, j'arrive à la fin de ce dernier épisode de Focus sur les prêtés. Une fois que la saison aura repris, je lancerai la 3ème saison pour analyser ceux qui partiront en prêt cet été. Je pense d'ailleurs faire des points plus réguliers la saison prochaine. Je voulais aussi vous remercier pour avoir été aussi nombreux à regarder les épisodes de cette saison. Je suis vraiment très content de voir que ce concept vous plaît et de mon côté, je prends énormément de plaisir à préparer ces vidéos. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour le référencement, de vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Place maintenant au mercato et à la nomination du futur coach, on va être actif tout au long de l'été pour couvrir tout ça. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez prêté dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à aller voir le point complet sur le dossier du coach et l'analyse du centre de formation qui est sorti dimanche soir. Vous les trouverez en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.